Le regard est indiscutablement le vecteur essentiel du cinéma. Même si certains films ont une identité sonore très marquée, même si certains dialogues sont mémorables, il n'en demeure pas moins qu'on parle de regarder un film, comme pour attester de la suprématie du regard dans notre rapport au cinéma. Le film naît d'un regard originel, celui du réalisateur, regard qui se transforme, par le biais de la caméra, en une image latente, prête à être projetée. Le regard du réalisateur est un regard complexe. C'est un regard sur une réalité, souvent sur le monde réel, sur les acteurs, mais c'est surtout un regard qui porte déjà une certaine idée du film à venir. Le monde s'objectifie lorsque le réalisateur passe derrière la caméra. Il cesse d'être monde et devient la matière d'un film. Quant au film lui-même, une fois terminé, c'est au travers du regard du spectateur qu'il vit. Dans une salle de cinéma, sur un écran de télévision, une tablette, un téléphone, peu importe, quel qu'en soit le médium, le film est regardé par son spectateur, et c'est au travers de lui qu'il vit et se perpétue. Et parfois, les regards se croisent. Le regard de l'acteur se pose sur celui du réalisateur et sur celui du spectateur. Parfois, le spectateur devine ce que regardait le réalisateur. Et les meilleurs réalisateurs savent anticiper le regard du spectateur. Alors voilà, j'ai décidé de me pencher sur cette épineuse question du regard, dans un voyage en un prologue et 3 actes. Ces 3 actes correspondent en fait à 3 films intrinsèquement liés. 3 films qui invitent, chacun à sa façon, à une réflexion sur le regard, et donc sur la nature même de la cinéphilie. Quant au prologue, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une plongée dans le regard cinématographique originel, celui de l'arroseur arrosé de Louis Lumière. La première chose qui saute aux yeux avec ce film, c'est sa durée. Car oui, ce que vous venez de voir, c'est le film dans son intégralité. C'est incontestablement le film le plus court que je vous ai présenté, et je ne pense pas battre ce record à l'avenir. À vrai dire, dans l'absolu, ça paraît même un peu difficile d'appeler cela un film. Dans les standards actuels, l'arroseur arrosé tient plus de la vidéo TikTok que du film. Mais soyons aussi objectifs. Aujourd'hui, capter 49 secondes de vidéo, c'est à la portée du premier venu, avec n'importe quel smartphone, même le premier prix. En revanche, le film que je viens de vous montrer, il a été tourné en 1895, et autant vous dire qu'à l'époque, l'exploit technique était de taille. J'en profite aussi pour signaler que le terme film est ici anachronique, car il n'apparaîtra qu'en 1912. À la place, Louis Lumière utilise plutôt le terme vue photographique animée. Mais bon, dans la suite, j'utiliserai quand même le mot film, histoire de ne pas surcharger mes explications. Prenons un instant pour parler un peu de la technique. Qu'est-ce que l'arroseur arrosé signifie vraiment dans l'histoire du cinéma? Alors, le désir de projeter des images pour regarder le monde est très ancien. Dès l'Antiquité, en Orient comme en Occident, le procédé de la camera obscura, ou chambre noire, a permis de projeter des images du monde sur un écran. Le procédé est rudimentaire. Une chambre sombre dans laquelle la lumière pénètre via un minuscule trou. Et pourtant, c'est ce même procédé qui sera utilisé au début du XIXe siècle par Nicéphore Niepce pour créer ce qui deviendra la photographie. L'idée est simple. Plutôt que de projeter l'image sur un écran pour le spectateur, Niepce la projette à la place sur des feuilles enduites de sel d'argent. Ainsi, il parvient à fixer l'image. Mais il faudra encore plus de 30 années de recherche pour être capable, en plus, de reproduire l'image ainsi fixée. Ce qui caractérise le plus la photographie, c'est son caractère statique. Ce n'est qu'une image. Inclure la temporalité
est un défi autrement plus ambitieux. Il nécessite en effet de trouver un moyen de capter plusieurs images par seconde, de les reproduire à la même fréquence et de les afficher sur un support. Alors, sans grande surprise, les premiers dispositifs d'image animée étaient bien différents du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'ère du pré-cinéma est jalonnée de machines diverses, fonctionnant pour beaucoup par un mécanisme de rotation. Des images photographiées ou peintes se succèdent par un dispositif mécanique, souvent cyclique. J'aimerais bien vous en faire une liste complète, mais cela prendrait trop de temps, alors laissez-moi en citer juste quelques-uns. Le phénakistyscope, le zootrope, le praxinoscope et bien d'autres encore. Bien sûr, ces dispositifs de pré-cinéma reposent sur des techniques très différentes de celles à l'œuvre pour filmer l'arroseur arrosé. En revanche, ils ont bien un point commun. Pré-cinéma et cinéma exploitent tous deux les mêmes biais cognitifs pour donner l'effet du mouvement. Deux de ces effets sont fréquemment cités, l'effet phi et l'effet bêta. Découverts par Max Wertheimer au début du XXe siècle, ces effets décrivent la manière dont un mouvement est perçu à partir de stimuli discrets. N'étant pas spécialiste, je ne rentrerai pas ici dans les détails, d'autant plus que psychologues et cognitivistes semblent dénoncer une mauvaise utilisation de ces termes, en particulier dans les théories du cinéma. Toujours est-il que ces effets nous rappellent un fait essentiel. Un film, ce ne sont finalement que quelques images qui défilent devant nous à chaque seconde. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de continuité. Cette continuité que nous percevons malgré tout, elle est une caractéristique de notre regard humain. Un problème inhérent de ces dispositifs de pré-cinéma est la durée limitée des films réalisables, souvent de l'ordre de quelques secondes uniquement. Cette limitation est encore une fois due à la technique même. Prenons par exemple un flipbook. On voit bien qu'il faudrait un livre absolument gigantesque pour produire ne serait-ce que plusieurs dizaines de secondes d'animation. Une solution à ces problèmes sera trouvée par l'inventeur même du praxinoscope, Émile Reynaud, et cela bien avant notre arroseur arrosé. L'idée de Reynaud est de projeter une image à partir d'une bande souple de carrés de gélatine, une pellicule. Avec ce dispositif, qu'il baptise le théâtre optique, il peut réaliser des films allant jusqu'à plusieurs minutes, et ces films, il les montre à un public conquis dans des projections publiques au musée Grévin, sans interruption, de 1892 à 1901. Mais ici encore, il y a un hic. Chaque film est peint image par image à même la pellicule, par Reynaud lui-même. Déjà, cela empêche d'utiliser la photographie et contraint le théâtre optique à ne proposer que des films d'animation. Mais beaucoup plus grave, cela empêche surtout la reproduction des films, qui sont alors condamnés à n'exister qu'en exemplaires uniques. Et d'ailleurs, presque toutes ces pellicules sont aujourd'hui disparues, car Reynaud, dans un acte désespéré, a essayé de toutes les détruire. Parallèlement aux travaux du théâtre optique, la question de la mise en mouvement de la photographie se pose toujours. Les différentes avancées techniques permettent de progresser sur ce problème épineux. Comment capter plusieurs images chaque seconde? Il faut dire que les premiers dispositifs photographiques nécessitaient un temps d'exposition particulièrement long, ce qui interdisait formellement la captation de mouvement. Il faudra environ 70 années d'innovation technique, depuis les premiers essais de Niepce, pour réaliser cet exploit, avec l'invention du kinétographe, littéralement la première caméra argentique. Le kinétographe est conçu en 1888 par Thomas Edison et William Dickson, qui ensemble ont posé les bases du cinéma. Une idée essentielle est de créer deux appareils, le kinétographe, chargé de la captation de l'image, et le kinétoscope, chargé de sa projection. Et justement, parlons-en de la projection, parce que c'est là que le bât blesse. Le kinétoscope ne permet pas de projeter sur un écran, mais au contraire, le film il est diffusé à l'intérieur d'une boîte qui est percée d'un trou. C'est donc un usage individuel du cinéma. Inspirés par l'invention d'Edison, les frères Louis-Auguste Lumière présenteront en 1895 leur propre caméra, le cinématographe.
Outre quelques différences techniques que je ne m'amuserai pas à décrire, le cinématographe change la donne en permettant le tirage de copies positives à partir du négatif. L'intérêt, c'est tout simple. Pouvoir tirer autant de copies que l'on souhaite et les projeter. Et justement, ce sont des projections publiques, notamment à Paris et à La Ciotat, qui contribueront au succès du cinématographe Lumière. Et pour ces projections publiques, Louis Lumière a justement réalisé un certain nombre de vues photographiques animées, dont l'une des plus célèbres est la sortie des usines Lumière, mais aussi l'arroseur arrosé. Et justement, l'arroseur arrosé, parlons-en enfin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci précisément parmi toutes les réalisations des premières années du cinéma? Comme je l'ai dit, c'est un film qui, à mes yeux, a façonné le regard cinématographique. Voyons pourquoi. Déjà, on sait que ce n'est pas en tant que premier film de l'histoire. Car quelques années avant Louis Lumière, William Dixon, de son côté, a réalisé un certain nombre de films pour le kinétoscope, allant même jusqu'à fonder le premier studio de l'histoire. Ces réalisations poseront les bases de la grammaire cinématographique, expérimentant déjà ralenti, contre-plongée, plans rapprochés, etc. Ce n'est pas le premier film de l'histoire du cinéma, ce n'est même pas le premier film de Louis Lumière avec le cinématographe. Car en vérité, ce premier film, c'est la sortie des usines Lumière. Alors quoi? Déjà, le film est l'un des premiers à être projeté publiquement. Si j'exclus naturellement les projections du théâtre optique de Reynaud, qui ne reposent pas sur la photographie et qui ne peuvent pas être reproduites. L'arroseur arrosé est en effet au programme de la première projection publique du cinématographe Lumière, projection qui est organisée le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café de Paris, du boulevard des Capucines. En cela, il participe à un événement majeur pour la formation du regard cinématographique. Ce moment où, pour la première fois de l'histoire, un public assis dans une salle a pu voir s'animer des photographies sous ses yeux. Je tournais, développais et tirais moi-même tous les films qui formèrent les premiers programmes du Grand Café. Ouvriers, ouvrières sortant de l'usine, le repas de bébé, la pêche au poisson rouge, baignade en mer, barque sortant du port, l'arrivée du train, l'arroseur, etc. Enfin, le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café, et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Mais ce n'est pas tout. L'arroseur arrosé est surtout le premier grand mensonge de l'histoire du cinéma. Le premier moment où le regard du spectateur s'est laissé abuser par des images animées. Car ce qui distingue ce film de tous les autres projetés le même jour, c'est son rapport même à l'image. C'est le regard que le réalisateur porte sur le monde. Quand les autres captent le réel, l'arroseur arrosé le déforme. Il s'en joue pour nous livrer un mensonge, ou plus exactement une fiction. Pour la première fois, un film montre autre chose qu'une réalité objective, qu'un témoignage de son environnement, mais bien une histoire inventée de toutes pièces, façonnée, mise en scène, interprétée par des acteurs, à l'époque non professionnels naturellement. Les autres films, qui ont été tournés avant, sont des scènes du quotidien, la sortie des usines Lumière par exemple, l'entrée en gare du train de La Ciotat, mais du côté de Dixon, ce sont aussi énormément de captations, par exemple de cirque ou de foire. Mais là, l'arroseur arrosé, c'est différent. Louis Lumière a demandé à des acteurs de jouer une histoire. Et ainsi, le film nous raconte que le regard du spectateur peut être trompé. Et cela donnera naissance à plus d'un siècle de films. Ou, de façon équivalente, à plus d'un siècle de mensonges. Il est évident que les petites scènes jouées semblent jouer avec une grande naïveté. On sent que c'est la famille de Lumière, que c'est le jardinier de Lumière, que ce sont ses employés à qui on a dit « Eh bien, toi, tu vas faire semblant d'être en colère, toi, tu feras semblant de battre ton copain. » Et tout ceci est fait avec ce style que nous pourrions appeler « faire semblant ». C'est purement extérieur. Alors on pourrait en conclure que c'est mal joué. En réalité, ça n'est pas mal joué. Ça n'est pas mal joué parce que ce ne sont pas ces quelques personnages sur l'écran qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'esprit de M. Lumière qui les a rassemblés et a eu l'idée. M. Lumière exprime par le jeu de ses acteurs improvisés une espèce de naïveté géniale qui
entre très souvent dans les caractéristiques des artistes français. En somme, ce que nous photographions, ce ne sont pas ces artistes, ce que Lumière photographie, ce ne sont pas ces artistes, c'est lui-même. Le fait que L'arroseur arrosé soit le premier film photographique de fiction m'a semblé être un argument majeur pour lui faire ouvrir ce cycle consacré au regard. Vous connaissez peut-être cette célèbre réplique du Petit Soldat de Godard. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. L'arroseur arrosé nous rappelle que le cinéma, comme a répondu Brian De Palma, c'est aussi 24 fois le mensonge par seconde. Déjà, parce que le mouvement perçu n'est qu'une illusion de notre regard. Et justement, cultiver cette illusion a été l'un des défis majeurs du développement technique du cinéma, qui a abouti finalement, en 1895, à l'arroseur arrosé. Apprivoiser le regard, pour lui faire croire que quelques images par seconde sont un mouvement continu. Mais aussi et surtout, parce que le réalisateur peut s'amuser à modifier le réel pour nous présenter un spectacle fictif. Bien sûr, vous me rétorquerez que la fiction contient parfois beaucoup de réel, mais même là, les réalisateurs peuvent encore se jouer de nous et tromper notre regard à chaque instant. Et c'est ce que je vous propose d'explorer avec les 3 prochains films de ce cycle. 3 chefs-d'œuvre qui ont en commun cette capacité à nous faire douter de notre propre regard. Et vous l'avez compris, ces 3 prochains films, ce seront les 3 films que je présenterai dans les 3 prochaines semaines. Avant de conclure, j'aimerais insister sur le fait que ce cycle de 4 vidéos est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui demande énormément de travail. Du travail de documentation, du travail de montage et du travail de recherche. Du coup, forcément, moi je serais extrêmement touché d'avoir des retours sur ces vidéos, que vous me donniez votre avis, ça peut être en commentaire, ça peut être par message, ça peut être directement sur Twitter par exemple, où je suis actif. Également, et je vous promets que ce n'est pas du tout mon style de demander ça, mais n'hésitez pas à partager mon travail autour de vous si vous pensez que ça vaut la peine et si vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient intéresser vos amis ou vos proches. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de réaliser ces vidéos, même si je ne suis pas aussi régulier que ce que j'aurais voulu être, parce que j'ai un travail, mais en tout cas, je continuerai de vous faire découvrir ces films, et je suis extrêmement heureux de me lancer dans cette tétralogie. 4 films très importants, 4 films aussi assez célèbres, plus que d'habitude, mais 4 films sur une thématique vraiment fascinante. Voilà, je ne vous embête pas plus. Sur ces mots, je vous souhaite une belle semaine, riche en découvertes cinématographiques, et je vous dis à bientôt. Coupez!